fois de plus, bonsoir. Autour de la table du débat ce soir, Grégoire Rona, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, Cabral Libi, président du PCRN. Bonsoir messieurs et bienvenue sur le plateau. Bonsoir madame, merci de nous avoir invités. Bonsoir monsieur le président. Bonsoir à vos téléspectateurs. Monsieur le président. Bonsoir madame, bonsoir à monsieur le ministre, bonsoir à tous vos téléspectateurs que je présume nombreux. Ça devrait être le cas puisque c'est la chaîne publique. Le débat ce soir, les exécutifs communaux sont progressivement connus. Les élections irrélatives se déroulent depuis mardi dernier. Elles remettent au goût du jour la question du respect des consignes dans les partis politiques. En effet, élus au suffrage universel direct, certains élus ont du mal à se plier aux directives de leur parti politique au nom de la démocratie et des ambitions plus ou moins légitimes. Et le sujet est en débat dans cette édition de Scène de presse. Également en débat, le drame de Ngarbou au cours d'une opération dans cette localité du Dongamantoun. Des civils ont perdu la vie. Le gouvernement les chiffre à 5. Certaines organisations de la société civile alourdissent le bilan et prennent l'armée camerounaise pour cible. Alors, que s'est-il vraiment passé à Ngarbou? Comment expliquer cette énième cabale contre les forces de défense et de sécurité du Cameroun? Réponse dans un instant. Mais d'abord, arrêt sur ces propos du président français Emmanuel Macron sur le Cameroun. C'était au cours du Salon de l'agriculture en France. Une fois de plus, bonsoir donc. Cabral Libi, le président Macron a déclaré qu'il allait mettre la pression sur le président de la République pour la libération de certains détenus. Il s'est également prévalu de l'initiative de la libération de Maurice Kamto. Comment avez-vous réagi à ces propos? Qu'est-ce qui vous inspire comme commentaire? J'avoue qu'effectivement, jusqu'à cet instant-ci, je n'avais pas encore réagi. D'ailleurs, simplement parce que je n'ai pas été informé au même moment que les autres. Parce qu'il faut rappeler que le Cameroun participait à une compétition de basketball qui réunissait à Yaoundé plusieurs autres pays. Donc j'ai consacré ces 2 derniers jours à soutenir les Lions indomptables du basketball qui ont remporté une excellente victoire hier, une éclatante victoire face à la Guinée et qui ont perdu d'une courte tête contre la Côte d'Ivoire ce soir. Donc je dois avouer que la vie ne se résume pas qu'à la politique. Je me suis investi aussi aux côtés de nos compatriotes que je félicite parce qu'ils sont quasiment qualifiés pour l'afro-basket. Bon, informé de cette actualité, lorsque j'ai moi-même pu poser un regard sur la vidéo, j'ai immédiatement pensé effectivement à Ernest Ouandié, au Sende Afana Oumiobe, en me disant sur la forme, sur le ton, je crois qu'ils ont dû se retourner dans leur tombe. Ceux-là qui se sont donnés, sacrifiés pour notre indépendance et pour notre souveraineté. Mais il faut rappeler que depuis 2018, le premier d'entre nous qui est garant de la souveraineté internationale du Cameroun, c'est bien celui qui a été proclamé élu, c'est-à-dire Paul Biya. Et je crois d'ailleurs qu'il doit donc être le premier à s'en indigner s'il estime que l'amour-propre du pays dont il incarne la souveraineté internationale est affecté. Et je crois d'ailleurs que c'est à ce titre que son porte-parole ou le porte-parole de son gouvernement a publié un communiqué dont l'intitulé est quand même paradoxal, à tout le moins, parce que je crois que beaucoup de Camerounais s'attendaient à une communication, réponse aux propos, je crois, les plus importants tenus par le président Macron. Mais j'ai le document devant moi, communiqué du gouvernement, réponse du gouvernement camerounais aux allégations mensongères d'un activiste de la diaspora face au chef de l'État français. Bon, peut-être, comme il y a un membre du gouvernement, il nous dira ce qu'il y a dans le fond, mais moi, je me suis dit, mais de quoi on parle? Peut-être qu'il y aura un communiqué demain qui répondra donc... C'est qu'une première étape. Certainement. Écoutez, ma prière, nous sommes encore dimanche, et qu'il y ait demain matin ou plus tard à midi un autre communiqué sur cette question qui touche à la souveraineté du Cameroun. Mais si vous voulez qu'on aille au fond, peut-être là je vais précéder le ministre de la Communication, si vous voulez qu'on aille au fond, une chose est sûre et elle est constante,
c'est que le Cameroun perd en respectabilité depuis un certain temps dans la société internationale. La preuve, les soutiens se font rares et surtout exigeants. Parce que là, on parle des propos d'un président. Mais avez-vous vu comment le Cameroun a été ces derniers temps interpellé par les institutions de Bretton Woods, par exemple? Alors, il perd en respectabilité du fait de qui? Non, mais attendez. Par moment, on a vraiment l'impression que c'est particulièrement cavalier. Nous sommes souvent interpellés avec beaucoup de légèreté. Et je pense qu'il faut travailler à restaurer cette respectabilité. Et il n'y a pas deux façons de la restaurer, cette respectabilité. Ça passe par exemple par un réaménagement de notre diplomatie. Parce que moi je cherche encore quand est-ce que la dernière fois tous les diplomates camerounais, tout au moins nos ambassadeurs, se sont retrouvés à Yaoundé par exemple pour recevoir un agenda, une ligne directrice par celui qui est présenté comme leur patron, qui est le président de la République. Ça passe aussi par des performances économiques. Ça passe aussi par la bonne gouvernance. Ça passe aussi par une démocratie, pas seulement apaisée, mais effective. Nous sortons là des élections et c'est une problématique sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Mais dans un pays où, déjà après la présidentielle, nous avons été plongés dans une crise post-électorale, et ça revient dans le propos de M. Macron, et nous sortons des élections locales elles-mêmes émaillées encore de beaucoup d'irrégularités, avec un code électoral dont tous les acteurs à peu près sérieux acteurs politiques de ce pays appellent à la révision. Je pense que c'est la somme de tout cela qui va restaurer la respectabilité du Cameroun. Donc au-delà des questions de forme, je pense que c'est une interpellation pour que nous nous mettions enfin à écouter la base, les Camerounais, parce que chaque fois que nous avons courbé les chines devant un chef d'État étranger, devant une institution, parfois pour faire une chose qui a déjà été demandée par les Camerounais. Je parle simplement, par exemple, de la crise post-électorale. Nous qui étions au Grand Dialogue National, nous avons formulé la proposition, par exemple, pour le cas de la détente politique, que certaines personnes arrêtées que les personnes arrêtées dans le cadre de la crise post-électorale fussent libérées. Mais aujourd'hui, on apprend que... Et cela a été fait. Cela a été fait. Et jusqu'ici, nous croyons que c'était suite... Les questions que vous évoquez sont des questions qui relèvent bien de la politique intérieure. Le Cameroun n'a pas besoin d'attendre qu'une personnalité, fût-elle président d'un pays étranger, lui dicte sa conduite sur des questions qui concernent l'intérieur du pays. Mais je vous le concède, madame, mais vous êtes encore, en tout cas à ce jour, présentatrice de cette émission et brillante journaliste de la CRTV. Il y a quelqu'un qui lui est payé en réalité pour faire ce travail. Et c'est lui que nous avons pondu un communiqué en réponse à un Camerounais, aux allégations mensongères d'un activiste. C'est-à-dire là, vous parlez d'une personnalité étrangère qui tient des propos qui sont de nature à remettre en cause la compréhension que nous avons des relations entre États. Celui qui doit donc répondre à ça, lui décide plutôt de répondre à un activiste de la diaspora. Alors, Monsieur le ministre Grégoire Oona, je voudrais que vous avez également parcouru ce communiqué du ministre de la Communication. Nous allons y revenir, mais je voudrais d'abord que nous parlions de ces propos du président Macron qui affirme mettre la pression sur le président Paul Biya pour des questions de politique intérieure du Cameroun, comme je le disais il y a un instant. Qu'est-ce que cela suggère en vous comme commentaire? D'abord, merci pour cette question parce que vous avez commencé par demander ce qu'a été notre réaction. D'abord, moi, je l'ai su hier soir, un peu tard. Je dois dire que c'est quelque chose qui ne peut pas laisser le citoyen camerounais, tout simplement, d'abord, parce que je voudrais vous dire que les questions de politique internationale sont très complexes, les questions de diplomatie sont très complexes, les relations entre présidents de la République sont encore plus complexes et les intérêts des pays aussi. Donc, sur le coup, je ne peux pas vous cacher que j'ai été choqué, mais je me suis dit, la nuit porte conseil, on verra bien, on va bien voir ce que ça va donner. Et puis... le lendemain, je me suis dit, il faut peut-être se calmer un peu. Et je crois qu'il ne faut pas trop dramatiser les choses. C'est quelque chose qui choque. Ce que, là, je ne m'appesantis pas sur l'individu qui s'adresse à M. Macron, mais plutôt sur les propos de M. Macron.
Donc je crois qu'il faut rester d'abord serein devant des propos comme ça. Et le premier Camerounais... Comment rester serein lorsque un chef d'État affirme qu'il fait pression sur un autre chef d'État? Ben vous savez, ce qu'il dit n'engage que ne l'engage que lui. Mais quand moi je sais par exemple que le chef de l'État a mis en place les mécanismes de démocratisation de ce pays bien avant que M. Macron certainement ne rêve même de faire la politique, quand je sais que le chef d'État a entamé les procédures de décentralisation avant que M. Macron ne s'engage dans la politique, quand je sais par exemple que le chef de l'État a mis en place les mécanismes de respect des droits de l'homme, pour ne prendre que ces trois choses, c'est-à-dire la démocratie, la décentralisation qu'il a évoquée dans ses propos, ou le respect des droits de l'homme dont beaucoup font état aujourd'hui. Je dis ces pressions, je ne sais pas à quel moment il les a faites. Hein. Donc je voudrais quand même dire que... C'est pour ça que je voudrais dire qu'il faut d'abord se calmer, parce que... en parcourant un peu le net, parce que moi j'ai réagi depuis ce matin, je disais que la France et le Cameroun sont deux pays qui ont une vieille tradition d'amitié, et je crois que ce qui est important, c'est que cette amitié va se poursuivre. Donc je crois que quand je sais que pendant la même journée, j'ai lu sur le net, il y a eu un gilet jaune qui a voulu s'adresser de la même façon à M. Macron. Ce gilet jaune, on l'a empêché de parler et on l'a même interpellé. La sécurité française a interpellé un Français qui voulait parler à Alors Macron. Vous pensez que c'était une mise en scène, c'est quelque chose de savamment orchestré? C'est vous qui le dites. Mais je constate que, en même temps, quelques temps après, un Africain, je ne sais pas s'il est Camerounais, je suppose qu'il est Camerounais, on l'appelle Thiam, c'est pas un nom très courant chez nous, mais je constate que lui, on lui a laissé tout le temps, parce que quand vous regardez cette cassette, on lui a laissé tout le temps. Alors, comment quelqu'un qui dit avoir traversé la Méditerranée, dont il est tout à fait dans l'illégalité supposée, comment se retrouve-t-il là et qu'on le laisse faire tout ce qu'il a fait? C'est une interrogation tout simplement que je me pose. Et puis, dites-moi, sauf si je me trompe de date, l'invitation de la France au président Biya, j'ai comme l'impression qu'elle a été faite avant l'arrestation de M. Kamto, et je ne sais pas comment elle allait conditionner son séjour. Donc, quand je vois tout ça, je dis, et puis quand je sais qu'il n'y a pas de génocide au Cameroun, je me dis, il vaut mieux se calmer. Il ne faut pas mettre de l'huile au feu. Les chefs d'État, ils vont savoir comment régler ce que je pourrais appeler un incident. Mais pour le moment, je ne sais pas encore, mais je crois qu'il faut se calmer un peu et non faire... Alors, Cabral Libye, est-ce que derrière tout cela, il n'y a pas comme une affirmation claire du néocolonialisme français qui perdure à travers ces propos? Madame, il convient de rappeler encore ici à tous les Camerounais que les relations entre États sont régies par le droit. Et les Nations Unies, sur le fondement des Nations Unies, il y a un texte. C'est pour cela qu'on invoque toujours, au renfort de la souveraineté et de l'égalité entre les États, l'article 2, paragraphe B, je crois, de la Charte des Nations Unies. Donc sur ce point, madame, les États sont égaux en droit. Et dans les rapports entre États, d'ailleurs, il n'y a pas la terminologie de pression. On ne parle pas de pression. Un État, dans ses interactions avec d'autres États, peut accéder à des demandes. Et cela est tout à fait normal. Alors, le mot pression revient plusieurs fois chez le ministre, le président français. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une sortie de route? Madame, je vous réponds.
Non, ce n'est pas une sortie de route. L'emploi du mot pression est courante dans les relations internationales. Mais lorsqu'on invoque le paradigme de domination, les uns pouvant presser les autres, les Sauf uns que là, vous pouvant avez dit subir que les la États pression sont des égaux. autres. Mais c'est pour cela que vous avez cette vague d'indignation des Camerounais qui se sentent heurtés. Parce que le responsable d'un État dit qu'il domine le responsable de leur État. Et c'est pour cela que nous attendons toujours une réponse à cela. Que les Camerounais sont en droit d'exiger de leur gouvernement une réponse à cela. Tout à l'heure, vous m'avez interpellé, et vous savez, le ministre Grégoire Rounet est vraiment ministre du gouvernement. Il a dit tout à l'heure qu'il ne s'appesantirait pas sur l'individu ou l'activiste, mais il est quand même revenu sur le patronyme et l'horloge. Mais, passons, c'était pour rire, monsieur le ministre. Mais, moi, je vais vous dire, madame, il y a quelques mois, madame Bachelet était au Cameroun, la responsable des droits de l'homme aux Nations Unies. Et je lui ai présenté un document qui m'avait été servi quelques jours plus tôt par un sous-préfet, document qui m'interdisait toute activité politique sur l'ensemble du territoire camerounais. Et je peux vous dire que quand j'ai observé la mine de cette dame, elle était partagée entre le grand étonnement et le fou rire. Ça passe vite, mais ça fait partie des choses qui infléchissent la respectabilité du Cameroun. Parce que lorsque des personnalités comme celle-là Est-ce que vous ne sortez pas cette décision de son contexte? Okay, aujourd'hui, il est bien entendu que vous menez toutes les activités que vous voulez partout où vous voulez au Cameroun. Je parle donc là de quelqu'un qui a été proclamé troisième à une élection présidentielle et qui, sans mise en demeure et quelque mobile que ce soit, se voit interdit de mener toute activité politique. Vous, parfois, vu du Cameroun, nous négligeons le retentissement international de ce type d'anomalie. Sauf que c'est tout cela, justement, qui peut donner lieu à ce que vous venez vous-même de qualifier, moi je ne suis pas forcément d'accord, de sortie de route. Donc, je le dis encore, madame, il importe que le gouvernement camerounais, c'est des choses qui arrivent, mais lorsque, dans ce domaine-là, il y a eu une liberté, il appartient à l'État, qui en est, entre guillemets, offensé, de rappeler à l'autre État qu'il a un devoir de respectabilité. Et sur ce point, je le dis encore, si, comme on l'a observé dans la vague d'indignation, le gouvernement camerounais veut se montrer sensible, il se doit, selon les règles de l'art, la diplomatie a des règles. Ils se doivent donc de répondre, selon les règles de l'art, à ces propos en rappelant un certain nombre de choses. Si ce n'est pas le cas, eh bien là, on sera en droit de s'attendre encore à ce type de choses par la suite. Parce qu'il faut, je ne veux pas dire prosaïquement, battre le fer quand il est chaud. Donc maintenant qu'il a préféré accorder sa priorité à l'activiste de la diaspora pour ses allégations mensongères, je le réitère ici, il importe que demain au plus tard, qu'il y ait donc une sortie du gouvernement, et là c'est un citoyen et un acteur politique. Parce que moi, si j'avais la direction du Cameroun aujourd'hui, c'est ce que je ferais, madame. Je n'aurais pas répondu d'abord à un activiste, j'aurais restauré la respectabilité du Cameroun, tout au moins à la demande de nombreux Camerounais qui expriment leur indignation. Et c'est cela que nous attendons. Monsieur le ministre. Ben, écoutez, ce communiqué que nous avons suivi très rapidement, d'ailleurs, quand on était déjà ici en studio, moi, je peux pas le commenter, mais je crois que c'est une réaction du gouvernement qui est, je ne peux pas me contenter seulement du titre, c'est la réaction première du gouvernement. Il y aura peut-être d'autres réactions. Et puis moi, je vous ai dit, les rapports, les relations entre les chefs de l'État me semblent très complexes. La diplomatie est complexe. Il faut, à mon humble avis, c'est inacceptable ce qu'on a entendu. C'est vrai. Mais je crois qu'il ne faut pas jeter l'huile sur le feu. Il faut rester serein. Je crois que les Camerounais font suffisamment confiance à leur chef de l'État. Est-ce que vous comprenez la demande de Cabral Libby qui en appelle à une réaction, j'ai envie de dire, peut-être un peu plus musclée, voilà. Mais je crois que le monde ne va plus marcher avec les réactions musclées. Ce n'est pas la guerre. La violence n'a jamais rien réglé nulle part. Et je crois que la diplomatie et la politique, à la mesure de l'indignation, la diplomatie, je n'ai parlé ni de muscles, ni de violence. La diplomatie, ce que le Cameroun traverse, et c'est important de le dire, nous ne sommes pas les premiers.
même dans les rapports entre États européens ou États occidentaux, il arrive, par exemple, moi j'ai souvent suivi des communiqués même des Américains, ou des Français eux-mêmes, ou des Italiens, ou des Israéliens, ainsi de suite. Il arrive qu'effectivement, s'exprimant à brûle pour point, que l'on lâche un mot ou un autre qui est de nature à faire l'objet d'interprétations diverses. Et dans ce cadre-là, et je le dis encore, le Cameroun et la France entretiennent, si je m'en tiens à ce qui nous a toujours été dit, des rapports amicaux, séculaires. Donc, il n'y a pas de doute que ces rapports vont se poursuivre. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'il faut arrêter la saignée, tout au moins dans ce que j'observe dans les réseaux sociaux. Donc, il y a une mise au point qui doit être faite en rappelant simplement que voilà, ça se fait. Même si le président Macron a demandé au président Biya de libérer une personne incarcéré. Mais cela rentre dans le cadre normal des relations entre États. Parce que plus tard, le président Biya pourrait exiger la même chose. Il me semble d'ailleurs qu'on a eu des Camerounais emprisonnés en France. Et que c'est grâce à la diplomatie franco-camerounaise que ces personnes ont été libérées. Je crois il y a eu un musicien et même d'autres personnes. Voilà. Donc je crois que il y a rien de nouveau sous le soleil. Je dis simplement qu'il y a eu des propos qui font l'objet d'interprétations diverses. Il convient donc que notre diplomatie, enfin, peut-être même saisir cette occasion, c'est peut-être Dieu qui a ouvert la pêche, que cette diplomatie moribonde qui nous est servie depuis 40 ans, c'est peut-être l'occasion pour elle de prendre de la vigueur et puis finalement de poser les jalons d'un Cameroun beaucoup plus respectable. Alors, monsieur le ministre, je crois que ceci ne doit rien enlever à la respectabilité ni du Cameroun, ni du président Biya, parce que, moi je vous dis, le fond de la chose, c'est les pressions, ça choque. C'est choquant, c'est normal, on a été tous choqués, on n'a pas accepté cela. Mais quand on sait que le président Biya mène une politique volontariste de façon inébranlable, il mène ses opérations de façon méthodique, on s'est dit, on a raconté n'importe quoi. Et puis, ce communiqué, je vois quand même des termes assez dur dans ce communiqué, entre guillemets. Quand on parle de cuidant, de fantasmagorique et autres, ce n'est pas pour caresser dans le sens du poil. L'activiste. Le gouvernement quand même a dit avec des mots qui sont assez forts. Alors, maintenant, il n'y a pas de lévitement, monsieur le ministre. Rien ne nous permet de dire ce soir que le gouvernement n'ira pas plus loin. Et puis, alors, monsieur le ministre, un chef d'État a parlé, et puis notre chef d'État, il a écouté, il a entendu, il prendra le temps qu'il faut et il saura comment, de façon diplomatique, régler ce problème. Nous n'avons pas nécessairement besoin d'enflammer les choses, de nous mettre dans une bagarre, je sais pas comment dire, mais je crois que le fait que le président a déjà compris que les Camerounais n'ont pas accepté ça, parce que on a vu ce qui s'est passé dans les médias depuis hier, que ce soit les médias audiovisuels, les réseaux sociaux, vous-même ce soir. Vous êtes membre du gouvernement. Quand vous m'avez appelé, permettez que je pose la question Cabral Libby. Parce que quand ces médias demandent la révision du code électoral, le gouvernement ne se montre pas toujours Cabral Libby, ce n'est pas l'objet du débat ce soir. Que les membres du gouvernement écoutaient ces débats. Ce n'est pas l'objet du débat ce soir, monsieur le président du PCRN. La question que moi je voudrais poser... On donne des réponses. Que je voudrais poser à monsieur le ministre avant de sortir de ce sujet, c'est que vous êtes membre du gouvernement depuis plusieurs années. Alors dites-nous, c'est Paris qui vous dicte la conduite, c'est ça? Pardon? Est-ce que c'est Paris qui vous dicte la conduite? Vous êtes sérieuse en me posant ce type de questions? Tout à fait, monsieur le ministre. D'abord, moi, je n'ai pas à recevoir d'instructions autres que de monsieur le Premier ministre. Et il m'est arrivé de les recevoir du président quand j'étais à la présidence de la République. Et je sais comment fonctionne notre gouvernement, notre administration, qui prend ses responsabilités et qui va à son rythme. Ça, c'est très important de savoir que nous avons un gouvernement qui comprend les problèmes, qui sait les poser et qui sait apporter des solutions. Et surtout, je voudrais insister sur la politique volontariste du président Biya, sur la façon dont il mène les affaires. Et le temps nous a souvent montré que malgré les attentes parfois longues, parfois les impatiences que nous affichons, nous avons fini par comprendre que c'est plutôt lui qui a raison. Donc, je crois que M. Macron,
il a fait ce qu'il a fait, mais je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir que la France, c'est un pays ami de très longue date. Je peux même dire que c'est un très bon ami. Et ce qui est important, c'est les intérêts du Cameroun, de la France. Et c'est ce que je disais dans mon post dans les réseaux sociaux, c'est que c'est vivre la coopération et l'amitié de la France et du Cameroun. Ce n'est pas des individus qui, Monsieur le ministre, si vous il y a permettez... 2-3 ans, et qui vont tout ébranler. Si vous permettez, nous allons marquer un arrêt dans cette édition de Scène de presse pour suivre quelques réactions, notamment celle de Jean-Dieudonné Ntsama, ministre plénipotentiaire, et de Issa Chiroma Bakari, qui est le président du FSNC. Et c'est un focus dans cette édition de Scène de presse. Chacun a sa lecture des propos. Il a bien planté le décor. Il a dit à l'entame de son propos que le président Biya vient d'être réélu par les Camerounais qui lui ont renouvelé sa confiance. Donc il n'a pas de leçon à lui donner. Le discours est inacceptable. Inacceptable parce qu'il annonce au monde que le gouvernement camerounais n'est ni plus ni moins qu'une caisse de résonance de la volonté donc du dirigeant français, et que le président de la République, M. Paul Biya, démocratiquement élu, est perçu aujourd'hui comme une marionnette. Il a évoqué des situations comme la libération du professeur Kamto. Mais le Cameroun n'est pas un pays où on prend le pouvoir par des insurrections. En tant que professeur agrégé, il devrait le comprendre, s'il ne l'a pas encore compris. Mais cette libération, c'était un signe d'apaisement du président Biya. Que le président Macron évoque cela, qu'il dise qu'il a eu à influencer, c'est normal dans les relations entre États. Maintenant, qu'il promette d'appeler le président Biya, on est à l'heure de la communication. Avant, les communications, les conversations entre chefs d'État étaient sous le signe du secret. Le Cameroun a engagé une phase de nouveau rapprochement avec ses partenaires traditionnels, et notamment la France. Et c'est dans cette optique que le ministre Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français, est venu en visite ici. Et rien ne dit que le président Macron lui-même vienne en visite au Cameroun. Contiennent des propos abjects que les autorités françaises pensent qu'ils peuvent se permettre n'importe quelle déclaration à l'élu de la nation. Une image pareille se construit sur beaucoup d'années et se détruit en très peu de temps. C'est une image qui se détruit en très peu de temps. Donc nous devons tous œuvrer pour qu'il n'en soit pas ainsi. On avait accusé le dirigeant d'un pays comme étant un dictateur, un tyran, et qu'il devait partir, et nous avons vu la suite qui lui en a été réservée, à savoir être assassiné. J'interpelle donc le peuple camerounais dans son entièreté pour qu'il comprenne que la protection, nous devons d'abord nous organiser pour la protection de notre chef de nation. Place au débat et maintenant nous parlons des leçons du double scrutin du 9 février dernier. Mais avant, Cabral Libye, je voudrais que vous nous parliez de vous dans une certaine mesure. Vous êtes la cible de ces derniers temps d'un certain nombre d'attaques sur les réseaux sociaux, notamment de la part des partis de l'opposition, on va dire radicales entre guillemets. Ces partis d'opposition qui disent de vous que vous êtes une construction, voire un pion du système. Comment vivez-vous cela? C'est tout cela qui participe. Êtes-vous un pion du système? Évidemment, non. C'est tout cela qui participe de la fertilisation du champ politique. Il faut bien qu'il y ait d'un côté des gens qui essaient de distraire avec des âneries et des balivernes, et de l'autre, ceux qui travaillent avec acharnement. Et moi, je vais vous dire qu'il faut aller dire ça à Ousmane Malpetel, à Atikou, à Aladji Souaïbou, qui se sont battus
pour essayer de remporter la commune de Menganga. Ils ne sont peut-être pas parvenus, mais aujourd'hui, le PCRN existe à Menganga. Allez dire ça à M. Atifi Ferdinand, qui est tombé si près du but dans la commune de Kaikai, que beaucoup de gens découvrent aujourd'hui comme étant un arrondissement du Cameroun grâce au PCRN. Vous nous rassurez qu'il n'y a aucune complicité entre vous et le système en place? Mais écoutez, madame, nous venons de faire des élections et je pense que plusieurs partis politiques y étaient. Vous savez la difficulté qu'il y a au Cameroun, et je pèse mes mots, à grappiller un poste électif au parti dominant qui est le parti du pouvoir, avec le code électoral que nous connaissons, avec toutes ces insuffisances, vous en avez déjà parlé, avec l'appareil d'État si pesant sur les élections. C'est un travail fou, passionnant, mais fou. Donc dites à ceux-là qui, au lieu de prendre leur clavier et de raconter du n'importe quoi, qu'en 15 jours de campagne, qu'ils se tapent 12 jours de tournée nationale en ne dormant que dans des véhicules, en tombant en panne dans des tempêtes de sable, à Bégué-Palam, à 1 heure dans la nuit, parce qu'ils vont à la rencontre des Camerounais. Je ne connais pas beaucoup de pions qui travaillent autant, qui se donnent autant. Mais je crois que ceux-là ne peuvent pas être plus intelligents, et je crois même qu'ils sont probablement beaucoup moins intelligents que Maître Bébé, brillant avocat, qui aujourd'hui adjoint au maire, a aidé à premier. Ils sont beaucoup moins intelligents que la jeune Nouran Foster, qui est probablement l'un des plus jeunes députés, Nouran Molu Fotsing Asana, qui est député du Vouri-Est. Donc, ne pensons pas que cette minorité de gens qui essayent, je dis l'un des plus jeunes députés, en attendant la oui, sous réserve, mais de toute façon, la Commission nationale de recensement de vote ayant livré sa copie, et je crois d'ailleurs qu'à Vouri-Est, il n'y a pas de contentieux contre elle, donc sauf tremblement de terre, elle au moins est sûre d'être proclamée députée. C'est pas tant mon cas, puisque la liste dans laquelle je suis candidat a été attaqué pour fraude massive, d'ailleurs. On m'a accusé d'avoir perpétré de fraude massive, ce qui est absolument ridicule. Donc, madame, je puis vous dire qu'il y a des milliers de Camerounais aujourd'hui. Hier encore, on me disait qu'après ces élections, nous avons enregistré 2500 cartes, commandes de cartes. Donc, toutes ces personnes-là, elles ne voient pas en moi le pion, ou alors veulent donc adhérer au parti qui est dirigé par le pion. Je crois qu'il faut accorder de l'importance au travail qui est fait. Il faut saluer les performances de Maëlé Akribi, parce que, vous savez, ces choses... C'est entendu, monsieur... Mes camarades qui, à Konolinga, pour la première fois de l'histoire, sont tombés à 38%, à Teba Osende, je crois, à 36%, à Ebebda, là où on n'avait pas vu d'opposition depuis longtemps. C'est ça qu'il faut saluer, c'est ça qui est important. Alors, et d'ailleurs, nous attendons de la CRTV qu'elle fasse de plus en plus de gros plans sur ces visages qui émergent. Vous ne pouvez pas faire de reproches à la CRTV et qui feront la politique au Cameroun dans les 20 prochaines années. Monsieur le président du PCRN, vous ne pouvez pas faire le procès à la CRTV sur ce point-là. Vous savez très bien que la CRTV accompagne tous les partis politiques et singulièrement certains plénipotentiaires du PCRN qui ont profité de cette je me souviens de cette équipe qui m'a suivi dans tout l'extrême nord, à Doukoula, et je les remercie d'ailleurs. Et ça passait aux 20h30, je dois le reconnaître. Alors, sauf que ça passait souvent 1 heure après que vous ayez diffusé pour l'autre parti. Bon, on va pas revenir. Vous avez eu tous les espaces, vous avez pu profiter de tous les espaces possibles ouverts pour, souvent 1 heure après les autres. Pour toutes les formations. Mais on est passé, madame, je le reconnais. Vous êtes passé à l'heure où vous deviez passer, monsieur le président du PCRN. Merci de nous avoir mis 1 heure après. Et il y a des jours, et je peux en témoigner, il y a des jours où le PCRN ouvrait ce journal. Je peux le confirmer pour avoir travaillé dans cette équipe. Absolument. Alors, Grégoire Owona, vous confirmez qu'Abral Libi n'est pas un produit du système. Il n'y a pas de connivence entre le système, le RDPC et le PCRN, et principalement avec Cabral. D'abord, je ne sais pas ce que vous appelez système. Je voudrais tout simplement rappeler, dans le cadre de ce que j'appelle volontarisme, le président Biya a invité tous les jeunes Camerounais, d'où qu'ils soient, il leur a dit il faut oser. Ceux qui ont construit ce pays avaient votre âge à l'époque. Et les jeunes, heureusement ou malheureusement, pas tous n'ont pas encore compris. Et je Sauf dis, que dans le même temps, à 45 ans, on nous dit qu'on est jeune dans le même temps. Il est temps qu'ils le comprennent. Alors, moi, je dis, lorsque j'ai vu ces jeunes de tous les partis, j'ai eu l'occasion d'ailleurs de féliciter ce phénomène
pendant les élections présidentielles. Quand j'ai vu des jeunes qui ont osé se présenter à ces élections, j'ai dit, ben c'est bien. C'est les produits. Si vous appelez système le RDPC, c'est pas des pions du RDPC. Mais c'est des produits de ce que le président Biya a manifesté comme volonté de voir la jeunesse émerger dans notre pays. Et ceux qui ont saisi la balle au bon, et je crois qu'ils en font partie, ils ont bien compris. Ils ont bien compris, il n'est pas seul, ils sont quand même quelques-uns. Et je crois que même au RDPC, et vous donnez l'âge aujourd'hui, nous avons des chances au RDPC d'avoir des députés de 31, 32, 33 ans. Ce qui est quand même très bien d'avoir des jeunes de cet âge-là à l'Assemblée nationale. Alors, si le président de la République se lève, tend la main et que les gens ne veulent pas comprendre, ils vont se réveiller un jour, ils se disent « Ah, si on avait su ». Alors, le double scrutin du 9 février dernier a débouché sur ce que d'aucuns qualifient d'effondrement du SDF Cabral Libye. Est-ce que vous êtes satisfait en tant que parti émergent de cette nouvelle configuration politique du Cameroun? L'opposition n'est pas un parti politique. Donc, j'ai toujours de la peine lorsqu'on me pose une question. Moi qui suis le président national du PCRN, on invoque un autre parti politique. Quand vous invoquez le SDF, je pense qu'il y a des personnes qui sont habilitées à parler au nom de ce parti. En ce qui concerne le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, madame... La question est de savoir si vous êtes satisfait de cette configuration, cette nouvelle configuration politique. Et je suis en train de vous répondre. Ma modeste personne a été désignée comme président, élu comme président le 11 mai 2019. 8 mois plus tard, nous sommes allés pour la première fois avec ce parti politique aux élections couplées. Nous sortons de là, si je m'en tiens au document de la Commission nationale de recensement de vote, avec 5 députés, ex aequo donc, avec le parti que vous avez cité tout à l'heure, qui, en comparaison avec ses performances préalables, est certainement en perte de vitesse, c'est évident. Et nous avons également 7 communes, mais un total, je crois, de 206 ou 207 conseillers municipaux. Au regard du travail qui a été abattu sur le terrain, parce que cela ne nous a pas été donné. Et lorsque vous vous levez au Cameroun pour aller à la conquête des postes électifs, vous devez bosser pour grappiller quelque chose. Et moi, je m'incline devant le travail de mes camarades et je peux vous dire que parti de 0 à 206 conseillers et à 5 députés, on aurait souhaité... Il y a de quoi être satisfait. Non. Parce que quand vous avez perdu à Konyambeta à 41%, à Kribi, comme je le disais tout à l'heure, à 39%, vous vous dites, ça peut émousser la langue. Parce que pour des jeunes, comme il disait, mais pas toujours aussi jeunes que ça, qui y sont quand même allés, c'est parfois des blancs-becs de la politique pour la première fois, ça peut les émousser. Mais quand je reçois les rapports et les réactions des uns et des autres, en fait, ils sont même plutôt joyeux. Il y a une sorte de jouvence que moi j'observe dans mes rangs, c'est-à-dire vous avez des gens qui vous disent « Oui, on a essayé, on n'a pas pu, mais on a vu où étaient nos insuffisances, on va y aller la prochaine fois. » Donc c'est plutôt encourageant, peut-être pas satisfaisant, mais imparablement et indéniablement, c'est encourageant. Alors Grégoire Oona, le RDPC qui sort largement victorieux de ce double scrutin, sous réserve bien sûr des résultats définitifs des législatives. En êtes-vous satisfait? Mais d'abord, notre plus grande satisfaction vient du fait que les élections se soient déroulées dans le calme et la paix. C'était important que les élections se déroulent comme ça parce que tout compte fait, le pays est gouverné en très grande partie par des militants du RDPC. Donc la responsabilité du bon déroulement des élections en tant que moment important de la vie de la nation nous incombait, en particulier tous ces problèmes de sécurité. On regardait nos camarades qui les assurent avec beaucoup d'attention pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Nous sommes satisfaits, pas par la large victoire que vous dites, mais déjà par cela. Maintenant, la victoire, elle doit normalement nous satisfaire. Nous sommes un des plus vieux partis, nous sommes très organisés, nous avons beaucoup travaillé. Parce que nous regardons la concurrence avec beaucoup de respect. Et vous avez vu qu'ils ont réussi à nous battre à beaucoup d'endroits quand même.
Donc nous, on est globalement très satisfaits. Alors, je voudrais savoir, monsieur le ministre, est-ce que l'absence du RDPC ne fait pas qu'on assiste... Du RDPC du MRC, pardon, du MRC ne fait pas qu'on assiste pour le RDPC. L'absence, ce n'est certainement pas le RDPC. Donc, je disais, est-ce que l'absence du MRC ne fait pas qu'on assiste pour le RDPC et même pour le PCR et PCRN en tant que figure émergente de l'opposition à une victoire sans péril et finalement à un triomphe sans gloire? Vous voulez maintenant que nous, on fixe nos adversaires? La force du MRC, c'est quoi? C'est 14% des électeurs. Et pourquoi le MRC ne s'est pas présenté aux élections? Le MRC n'a même pas pu avoir des candidats. Il ne pouvait pas aller aux élections sans candidat. Donc là, c'est vraiment le mauvais exemple. Vous prenez quelqu'un qui n'a pas pu avoir des candidats pour aller aux élections, il n'aurait pas été la personne qui nous fait peur. Maintenant, si ces militants n'ont pas été votés, vous pouvez estimer peut-être que ça a profité à quelques partis. Est-ce que leurs militants... Ça vous a profité? Je n'en sais rien. Je dis, quand vous voyez quand même qu'à la présidentielle, on a eu 71%, et que vous voyez que nous gardons la plupart des fiefs où nous avions déjà des résultats pas mal, même pendant la présidentielle. Donc, je crois vous êtes en nette progression. Nous sommes en nette progression, c'est vrai. Bravo, monsieur le ministre. C'est lui qui le dit. Vous le dites sans gêne. Mais il n'y a pas de gêne à gagner à la loyale. Ah bon? Nous n'avons dit à personne de ne pas se présenter. Vous osez convoquer le mot loyal? Effectivement, j'ose le convoquer. Nous ça rajoute indiscutablement au prestige de votre territoire. Alors, Cabral Libye, vous semblez dire que le RDPC n'a pas gagné à la loyale, c'est cela? C'est ce que vous voulez dire? Écoutez, seulement dans le Fundi, dans la ville de Yaoundé, je parle sous le contrôle d'un sous-préfet qui a fait arrêter et battre mon camarade Angelo Twili, candidat dans le Fundi, simplement parce qu'il a attrapé le laboratoire où des gens avaient les cartes d'électeurs des gens. Ils votaient, changeaient d'habit, ils revenaient dans ce laboratoire, il y avait toutes sortes de produits bizarres pour effacer rapidement l'encre et repartaient voter. Lui, il a cru bien faire de saisir le sous-préfet, qui étant donc venu avec les éléments de gendarmerie, l'ont plutôt bastonné et l'ont enfermé au commissariat de Mokolo jusqu'à minuit. Madame, c'est ça, gagner à la loyale. On pourrait interpréter ça comme ça. Donc, mais moi, je ne m'appesantis pas là-dessus, madame. Moi, je reste convaincu. Mais c'est trop facile. Après avoir raconté une histoire fabriquée comme ça, il dit ne s'appesantit pas là-dessus. Ah ben, le contentieux commence demain à 11h. Donc, voilà. Vous aurez le loisir, puisque vous y êtes souvent, de répondre sur cette question bien précise que je viens de relater. Mais je préfère qu'on en parle au contentieux, parce que quand vous dites que vous parlez sous le contrôle d'un sous-préfet, il n'est pas là. Vous dites des choses que vous affirmez, le sous-préfet n'est pas là pour se défendre. Il sera cité demain dès 11h. Alors, Cabral, si je peux terminer, monsieur le ministre. Je vous en prie. Je voudrais dire, madame, que pour moi, le contexte électoral camerounais n'est pas inconnu. On sait tous qu'aller aux élections au Cameroun, c'est compliqué. Et j'ai envie de répondre à la question que vous avez posée à monsieur le ministre tout à l'heure. Le premier adversaire, ce n'est pas un parti politique ou un autre. C'est d'abord l'appareillage électoral. C'est le premier adversaire que nous avons, c'est-à-dire ce code électoral avec tout ce qui va avec. Donc, quand vous avez perdu ou gagné, mais c'est également avec ce code électoral que vous avez pu avoir cette commune. C'est pour ça que je vous dis donc que c'est un tout. C'est-à-dire vous devez travailler en essayant de contenir autant que faire se peut les insuffisances de ce code électoral. C'est pour ça que vous m'avez vu saluer les performances de mes camarades tout à l'heure. Et c'est pour ça que je puis vous dire également que lorsque vous êtes une formation politique comme la nôtre, qu'avez-vous comme adversaire principal? Ce n'est pas un parti comme vous qui n'a pas grand-chose ou qui a zéro au point de départ. Mais pour le parti que vous avez cité, lui, il avait déjà quand même un député, je crois une quinzaine de conseillers municipaux. Et qui a fait l'expérience des élections en 2013 déjà. Donc, moi je pense que le travail doit continuer à être fait par les partis d'opposition pour essayer à chaque fois
d'éduquer les Camerounais. Parce que pour moi, c'est le plus important, madame. Même lorsque nous évoquons la fraude, ce ne sont pas des extraterrestres qui votent 2 fois ou qui prennent 1000 francs ou 2000. Moi, je n'irai pas accuser ceux qui leur donnent cet argent ou qui organisent cela. Ce sont des jeunes Camerounais qui parfois votent 10 fois. Donc, il faut continuer à éduquer les Camerounais. L'éducation citoyenne, pour moi, c'est quelque chose de très important pour qu'à l'avenir, on puisse avoir des citoyens beaucoup moins sensibles à des propositions indécentes. Alors, c'est entendu. Donc, on procède depuis mardi dernier à l'élection des exécutifs communaux. Est-ce que le choix des maires, M. Grégoire Auna, est conforme au vote des militants, vote qui s'est exprimé le 9 février dernier? Bon, d'abord, le vote, en ce qui concerne le parti, le RDPC, le vote des conseillers municipaux est le vote des conseillers municipaux. Ensuite, les conseillers municipaux vont élire des maires conformément à des règles que le parti a bien établies. Les exécutifs, c'est-à-dire le maire, ses adjoints, et nous avons en plus chez nous, pour les mairies que nous contrôlons en particulier, le président du groupe communal et son secrétaire. Alors, les règles sont très claires, très simples. Elles reposent sur la résidence du maire, elles reposent sur les incompatibilités que prévoit la loi, sur la moralité, sur le bilan, le renouvellement, la discipline du parti. Et en particulier, les problèmes de moralité sont importants. La loi dit d'exclure pratiquement ceux qui ont eu des condamnations. Mais le parti va plus loin. Le parti va plus loin parce qu'il demande même qu'on exclue tous ceux qui ont des procédures en cours. Elles peuvent ne pas aboutir, mais il vaut mieux éviter les problèmes. Si quelqu'un a des procédures en cours, il vaut mieux l'exclure. Donc, les choix se déroulent suivant ces critères. Alors, que craint le comité central en encadrant le vote? Pourquoi encadrer le vote, notamment avec les mandataires des partis politiques? Non, parce que le parti a la responsabilité d'investir les maires. Vous savez bien que quand ça ne va pas, c'est le parti qui répond. Parce qu'on va dire les maires du RDPC. Donc le parti envoie, et c'est là que je vous dis, ça n'a pas commencé aujourd'hui. La décentralisation dont on parlait au début avec le président que vous nous avez imposé au début de l'émission, le président Biya a commencé la décentralisation depuis, même au parti. C'est-à-dire que le parti délègue une partie de ses pouvoirs à des mandataires. Et c'est ces mandataires avec le groupe communal qui donnent l'investiture. Les investitures sont données par les partis qui engagent leurs responsabilités. Sauf qu'on a vu dans certaines localités des mandataires pris à partie par les élus locaux parce que soupçonnés de vouloir privilégier certains candidats au détriment d'autres. On a par exemple vu ce qui s'est passé à Marois Premier. Mais il y a un certain nombre de mécanismes qui doivent être mis en place. Nous n'allons pas nous appesantir s'il y a eu un cas où les mécanismes n'ont pas été bien exécutés. Il y a les consultations de base, il y a des enquêtes de base. Il faut absolument bien consulter les conseillers, s'ils sont 25, 41 ou 61, il faut bien consulter les conseillers, il faut analyser les dossiers avant de se prononcer. Alors, évidemment, si on se trompe et ça peut... Alors, Cabral Libye, est-ce que ce n'est pas une entorse à la démocratie locale, le fait justement d'avoir ces mandataires qui semblent dicter leurs lois aux conseillers municipaux qui, eux, ont été élus? Alors, dans le cadre du PCRN, on ne saurait parler d'entorse à la démocratie parce que d'abord, comme dit un dicton, entrant dans la nasse, les poissons se concertèrent. Au PCRN, il y a eu une directive du 26 décembre qui avait déjà annoncé les mécanismes de désignation des exécutifs communaux, les attentes de la base, le projet de société, le respect de l'éthique, l'implication pendant la campagne et les orientations de la direction du parti. Et par la suite, après que nous ayons remporté les 7 communes, nous avons organisé des réunions successives entre la direction du parti et les élus. Réunions au cours desquelles nous avons ensemble adopté le mécanisme de désignation qui donnait donc après des consultations préalables le pouvoir ultime à la direction du parti de désigner des exécutifs. Donc, à partir du moment où ils ont participé à la définition des mécanismes de désignation, par la suite, ce débiné de ce à quoi on a participé n'est donc plus
considéré comme une sorte de revendication démocratique, mais une indiscipline, parce qu'il n'y a pas de structure d'organisation dans ce monde qui puisse fonctionner de façon anarchique. Et ces personnes qui s'en écartent feront l'objet de sanctions. Est-ce que vous avez eu ces cas de figure? Absolument, absolument. Parce que, comme le disait Monsieur le ministre tout à l'heure, ça, c'est ce qu'ils ont fait du Cameroun. C'est que vous avez... Ça, il ne pouvait pas rater celle-là. Et surtout, pour des formations politiques qui émergent comme les nôtres, qu'on le veut ou non, on y avance aussi un peu parfois avec du tout venant. Bienvenue à la politique. Il ne vous dit pas forcément qu'il est venu avec les habitudes d'en face. Et du coup, il réussit à s'infiltrer dans la liste. Et il ne donne pas un copec pendant la campagne. Je prends un cas qu'on a eu. Et qui, curieusement, après l'élection, distribue plutôt de l'argent aux autres conseillers pour être maire. Vous vous doutez bien, madame, que si on décolle comme ça, c'est une mairie qui va à volo. Donc on essaye de contenir cela. Donc tous ceux qui se sont prêtés à ce jeu-là et qui ont été identifiés, d'ailleurs il y a un conseil de discipline qui a été présidé par le secrétaire général, M. Boubacarry Massardine, et qui va donc demain, je crois, publier les premières sanctions à l'encontre de ces personnes-là. En tout cas, dans le parti que je dirige encore, les cas d'indiscipline ne seront jamais tolérés, parce que si on ne peut pas discipliner les gens dans une formation politique, le risque c'est que plus tard, on soit dans la situation que nous connaissons. Bienvenue à la politique. Grégoire, la semaine prochaine, les grands pôles d'attention seront peut-être les mairies de Yaoundé 1er, de Kribi 1 et de Kribi 2, où la semaine dernière, on observait déjà une tension dans la ville. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que le parti entend faire? Mais le parti a désigné des mandataires qui vont faire leur travail et les élections auront lieu. Une sélection sera faite au niveau du parti et c'est ces candidats qui seront sélectionnés, qui seront proposés à l'élection officielle devant les autorités. Donc il n'y a pas de miracle, les règles sont déjà faites. Elles doivent être appliquées. Ceux qui ne vont pas appliquer les règles, le parti va certainement... Et ce sera pareil pour les mairies des villes, ceux qui font disparaître les délégués du gouvernement. Est-ce que vous avez pris des dispositions particulières? C'est les mêmes dispositions et c'est la même circulaire. Je dois quand même préciser pour le cas du PCRN que ce n'est pas un phénomène généralisé. En Kondiok, le maire Lombat a été élu selon les directives du parti. À Massok, le docteur... Ce n'est généralisé nulle part. Ce n'est pas généralisé même chez nous. À Messondo, M. Tonye Oumam, désigné selon les directives du parti, on ne saurait donc s'accrocher à quelques cas d'indiscipline. Le PCRN est probablement le parti le plus discipliné du Cameroun en ce moment. C'est entendu. Tant mieux. Mais nous on fonctionne bien. Pour le Cameroun. Nous, on fonctionne bien et ça marche. Messieurs, nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de presse pour reparcourir les journaux. C'est dans la revue de presse que signe Franck Evina. Élection des maires, la bataille capitale a déjà commencé. Mutation révèle les contours du combat de Yaoundé 1er avec comme protagoniste Émile Ndjandje, 24 ans à la tête de la commune, et Jean-Marie Abouna, homme d'affaires prospère, président de la section RDPC locale. Un duel de titans à vivre mardi prochain. C'est ce même jour qu'aura désormais lieu l'élection à Marois 1er. Le quotidien Le Jour affirme que celle-ci a été renvoyée par le préfet du Diamaré à cause des luttes de leadership. À l'origine du blocage, le maire sortant, Amadou Amidou, qui conteste le consensus au sein du RDPC qui ne lui a pas accordé l'investiture. Raison invoquée par le mandataire du comité central, les indélicatesses du maire sortant lors de ses différentes gestions. Une question de moralité donc, si l'on s'en tient aux critères établis par Jean Kueté pour les conseillers municipaux du parti du Flambeau Ardent. C'est le tamis dont parle Mutation et que Cameroun Tribune illustre, notamment à travers l'exigence de prise en compte du genre. Le quotidien national bilingue présente à cet effet les premières tendances du combat des femmes à mi-parcours du processus de désignation des maires. Véronique Mikaï, maire de Diban, Élise Mbalamekar, élue à Akomdeu, Gisèle Tiangué, nouvelle maire de Babadjou ou encore Patricia Tomaino Ndamjoya, nouvelle maire de Fumban, sont la preuve que les femmes ont leur place dans les exécutifs communaux. Si certains sont déjà fixés sur leur sort à l'instar des Sama et Mbolo qui rempilent à la tête de la commune de Soie, d'après Le Jour, la majorité attend mardi prochain et au regard des brouilles observées jusqu'ici, Cameroun Tribune reprécise les règles du jeu à la lumière de la circulaire adressée au préfet par le ministre de la Décentralisation. Ce que Mutation considère comme les instructions de Georges Elanga Obam n'est en réalité qu'un rappel des dispositions relatives à l'organisation de la première session du conseil municipal.
Mais les premiers résultats font déjà observer un coup de neuf dans les communes. La revue de la presse était sur la scène. Alors, Franck Evina parle là de coups de neuf dans les communes. C'est également le cas dans les rangs du RDPC? C'est effectivement dans les rangs du RDPC. Le président a prescrit le renouvellement par les jeunes, par les femmes. Et la spécificité pour les maires des villes aussi, c'est que il faut que ce soit les maires des villes. Alors justement, parlant justement de ces maires, de ces futurs super maires, est-ce que ces maires-là seront, on va dire, à la hauteur? Est-ce que ce ne seront pas des maires au rabais, sachant par exemple que les délégués sortants, les délégués du gouvernement sortant avaient une certaine expérience et que au moment où le texte sur la décentralisation sort, les candidatures en ce qui concerne les conseillers municipaux sont déjà actées et du coup certaines personnalités qui auraient pu prétendre à cette fonction de super maire n'ont justement pas pu faire acte de candidature. Est-ce que on ne va pas là aboutir à voir à la fin des maires au rabais, notamment en ce qui concerne les Non, je ne pense pas, parce que d'abord, il y a quelques délégués du gouvernement qui ont été élus conseillers municipaux. Ensuite, parmi les conseillers municipaux élus aujourd'hui, il y en a qui sont à leur 2e, 3e, 4e ou 5e mandat, qui ont été même des maires et qui vont peut-être vouloir changer. Je connais des adjoints au maire qui ont été adjoints au maire pendant 10 ou 15 ans, qui aimeraient être au niveau de la ville. Et en plus, c'est pas en un mandat qu'on construit une ville ou qu'on fait la carrière. S'ils sont incapables les 5 prochaines années, ils vont tomber. Il faut que les gens se mettent au travail. Et puis, si c'est des jeunes, il faut qu'ils le fassent. Comme ceux du PCRN? Je n'en sais rien. Je ne sais pas encore. Je ne les connais pas encore. En tout cas, on a effectivement... Donc, mais nous, on croit à la jeunesse. Il y a une politique volontariste que le président Biya a mise au point. Mettre dans chaque exécutif, jeunes et femmes. Dans tous les exécutifs des 316 ou 17 mairies que nous allons avoir, vous aurez... Une majorité obèse, comme diraient certains. Et même certainement gênante, mais apparemment pas pour le ministre. De toute façon, le maître mot au PCRN, c'est le renouvellement. Ce n'est pas un conflit de génération, parce que parfois on insiste sur la jeunesse. Je crois que les générations doivent se compléter. Docteur Lombat, dans l'ONCAM, Mankonjo, le docteur Batoum, ils sont à la fin de la quarantaine, à la tête de ces exécutifs. Le maire de Msondo, il est au début de la trentaine. Et je crois que la plateforme que nous avons mise en place de monitoring de l'action de nos élus fera que les plus expérimentés, et on a aussi dans nos listes des anciens maires, dont le rôle est effectivement d'encadrer cette jeunesse. Donc, je vais vous dire une chose sur ce point-là. La loi sur la décentralisation est claire. Les lois de la gestion des mairies sont assez claires. Il suffira que les gens aient la volonté de travailler, de bien travailler pour leur pays, pour leur ville, pour que les choses marchent. C'est absolument vrai. Et sur ce point, c'est une question transversale. C'est-à-dire, elle se situe, mais vraiment au-delà des clivages partisans. Il s'agit de la gouvernance locale, il s'agit d'un travail de proximité. Et je puis vous dire que quand on fait les premiers audits seulement des mairies que nous avons gagnés, nous trouvons des choses extraordinaires. Et nous tenons à ce que, en tout cas, la plateforme mise en place par le parti, que les lois et règlements soient appliqués. Parce que sinon, quand un de nos maires ira en prison, on aura tout fait de dire le PCRN gère mal. Donc, on y veille. Les lois sont suffisamment claires. Elles ont encore des insuffisances. On va y travailler maintenant que je vais aller au Parlement sous réserve de ce que l'élection ne soit pas recommencée. Mais je peux vous dire au RDPC qu'il aura le même résultat, c'est-à-dire la même défaite, le cas échéant. Donc, une fois que nous y serons, vous pouvez compter sur nous pour que nous veillons à l'amélioration de toutes ces lois-là. C'est entendu, mais si nous allons marquer un autre arrêt dans cette édition de Scène de Presse, nous allons parler de cette cabale contre l'armée camerounaise suite au drame de Ngarbou dans la région du Nord-Ouest et précisément dans le département du Ndonga-Mantoum. Qu'en pensent les journalistes? Réponse dans Édito. On ne peut pas parler d'une guerre propre, aussi bien du côté des deux belligérants possibles. Nous en venons donc à ce que certains appellent le massacre de Ngarbou,
La vérité est que on ne peut pas parler de cabale en tant que telle. La cabale réside dans le fait où des gens s'organisent pour diaboliser effectivement quelqu'un sans fondement. Les termes utilisés pour décrire ces événements malheureux relèvent déjà d'une guerre que se livrent généralement les armées et les groupes qui soient rebelles ou sécessionnistes, parce que d'un côté on va parler de massacres, de l'autre côté on va parler de carnage. Mais ce qui est là, c'est des bonnes guerres, en ce sens que d'un côté il y a la guerre des bilans, où chacun va dire que l'armée aura tendance à minimiser le bilan, alors que les groupes sécessionnistes ou séparatistes chercheront à augmenter le nombre de morts. Gbagbo est le révélateur du nouveau syndrome du Cameroun de l'absurde, et de la contradiction, où des compatriotes trouvent la mort dans des conditions tragiques et des concitoyens veulent en profiter pour dénuder le roi, pour désacraliser l'armée, pour noircir l'armée au-delà de ce que l'armée pourrait être ou pourrait faire. Ce sont des forces de défense et sécurité qui parfois, dans des théâtres d'opération, sont attaquées, sont parfois pris en compte, etc. et qui parfois arrivent à manquer leur sang-froid. Et ça peut aboutir effectivement à des malheureux incidents que l'on peut, évidemment, à tort ou à raison, qualifier de massacre. Et il y a aussi la guerre des émotions. C'est-à-dire que des enfants sont impliqués, des femmes, des enfants, et chacun essaye d'attirer la pitié de son côté, et l'armée se défend, est sur une position défensive, et si on peut dire, les ONG appuient toujours le côté, peut-être, pourquoi pas le dire, des groupes rebelles, en s'appuyant sur cet aspect émotif. Si nous avions quelque chose à faire tous, ce serait d'abord de manifester notre compassion aux compatriotes tombés dans des conditions tragiques, comme on l'a dit, dans des conditions accidentelles inattendues. Ensuite, témoigner notre reconnaissance à l'armée qui ne perd pas moins des frères et des compatriotes dans des conditions tout aussi tragiques, lesquels plus souvent n'ont pas demandé à se retrouver à cet endroit-là. Il y a toujours eu une guerre des chiffres. Même en Syrie, il y a toujours une guerre des chiffres, c'est-à-dire le gouvernement a ses chiffres, les ONG ont les leurs, les organisations de droits de l'homme ont les leurs aussi. Et tous ceux qui sont de l'autre théâtre d'opération montrent toujours à dire que voilà, vous voyez les armes, le gouvernement nous massacre. Mais eux, de leur côté, ne disent jamais que voilà combien nous avons tués. En face de cela, il est absolument inutile de vouloir accabler l'armée, de vouloir accabler d'innocents soldats, quand nous-mêmes, citoyens, nations, d'où l'armée tire sa nature et sa légitimité, n'avons pas encore réglé le problème de notre citoyenneté, le problème de notre camerounité. Il y a ce qu'on appelle les dégâts collatéraux qui sont communs à toutes les armées du monde. Vous avez appris que ce soit en Irak, que ce soit en Afghanistan, que ce soit au Yémen ou même en Syrie, qu'il y a des écoles qui ont été bombardées à un moment. Toute vie humaine a de la valeur, mais l'armée a souvent affaire à des gens qui peuvent même utiliser des boucliers humains. La suite du débat avec le capitaine de frégate Serge Aton-Faki, le directeur de la division de la communication au ministère de la Défense. Le capitaine Serge Aton-Faki, le capitaine de frégate Serge Aton-Faki aurait dû être en compagnie de Jules Romuald Conlac, rédacteur en chef du quotidien Le Jour, alors qu'il est 22h passées de 28 minutes. Jules Romuald Conlac n'a pas encore allé les studios de Baladeu. Nous n'allons pas continuer à l'attendre. Donc, Monsieur capitaine de frégate, nous allons donc commencer avec vous en espérant que Jules Romuald Conlac va nous rejoindre. Alors, on l'a dit, vous avez écouté les éditorialistes tout à l'heure qui parlent, entre guillemets, d'une sorte de guerre de chiffres après le drame de Gbagbo. Le gouvernement parle de
5 morts. Certaines organisations non gouvernementales parlent de 22, 23, voire un peu plus de 30. Qu'en est-il exactement? Que dit la Grande Muette? Vous savez, la Grande Muette n'est pas si muette que ça parce que l'armée camerounaise est désormais engagée dans un vaste processus de libération de la parole, de libération de l'information constructive. Et en matière de communication de crise, les données peuvent changer, les données peuvent évoluer en fonction des jours. Mais remarquez avec moi que à partir du 17, le ministère de la Défense a donné les premiers chiffres qui ont été confirmés le 17 au soir, qui ont été repris plus tard par le ministre de la Communication et qui n'ont pas changé à ce jour. Ce qui revient à dire que la vérité, elle est constante, la position du ministère de la Défense, elle est constante. Et quels sont ces chiffres? Ces chiffres, c'est 7 terroristes neutralisés. C'est important d'en parler. C'est important de dire que ceux-là qui sont engagés dans la déstructuration de ces régions du Cameroun, dans la démolition des biens, dans les assassinats, la décapitation des personnes, on a quand même réussi ce jour-là, au cours de l'opération légitime qui a été montée, à neutraliser 7. Mais malheureusement, comme nous l'avons dit, cette opération a connu un incident et on a eu, je précise toujours, un dégât collatéraux. On a eu une femme et 4 enfants, malheureusement, emportés dans... Ce qui porte à 12 le nombre de personnes tuées, c'est ça? On ne peut pas associer des citoyens, 5 civils tués et 7 terroristes. Et 7 terroristes, ce qui porte à 12 le nombre de personnes mortes. Oui, à 12, évidemment. Alors, capitaine de frégate, vous parlez de dégâts collatéraux. Les journaux dans la semaine parlent de massacres, de tueries. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il s'est passé que, je commence par déplorer le fait que le représentant du journal du jour ne soit pas sur ce tableau, parce que récemment nous avons vécu une explosion du côté du pont de Gambarou Photocol, où l'armée a parlé de 9 morts, dans un communiqué qui a été diffusé aux alentours de 21h45 ce jour-là, le 6 janvier au soir. Et le lendemain, le jour titrait 13 morts. Ce qui participe d'une désinformation peut-être voulue ou alors d'un déficit d'information et de recherche de la vraie information. S'il s'était rapproché du ministère de la Défense, nous aurons évidemment, comme de coutume, communiqué la vraie information. Ce qui s'est passé le 14, c'est que des éléments de l'armée, des commandos bien formés, évidemment dans le respect des règles d'engagement et des droits humains, et ont engagé une opération d'approche dans la localité de Garbou, d'un domicile 10 ans hébergé, un quartier général terroriste érigé en zone de trafic, de transit. Et lorsqu'on parle de trafic, il faut bien le préciser, trafic d'armes et munitions, trafic d'amulettes, trafic de marchandises, de contrebande. Et pratiquement à quelques encablures de cette maison, ils ont essuyé un tir nourri venant de guetteurs et venant de l'intérieur de la maison. Ils ont riposté. S'en est suivi pendant un certain temps un combat acharné au cours duquel je reviens toujours sur cette action héroïque à saluer, 7 terroristes neutralisés. Malheureusement, on ne pouvait, ni au moment de la conception de cette opération, ni au moment de son exécution, imaginer qu'il y avait aussi dans cette maison un dépôt de carburant frelaté de contrebande en provenance d'un pays voisin. Un des réservoirs ou des réservoirs prendront feu, suivi d'une explosion qui va se répandre à quelques domiciles voisins. Malheureusement, on se rendra compte bien plus tard que cet incendie a entraîné la mort de 4 enfants et d'une femme. D'ailleurs, il faut se poser la question aujourd'hui qui est légitime, et la commission d'enquête mise sur pied le démontrera, de savoir si ces femmes et ces enfants étaient des habitants volontaires de cette maison ou des personnes retenues de force ou simplement des otages. C'est l'une des questions à laquelle la commission d'enquête répondra. Capitaine de frégate, vous dites que l'incident s'est produit le 14 février. Mais la Grande Muette, le gouvernement a attendu le 17 février, voire le 18 février, 4 jours pour communiquer de manière officielle sur cet incident. Pourquoi avoir attendu tant de temps? Vous savez, en matière de communication institutionnelle, il y a ce qu'on appelle la due diligence ou la diligence raisonnable. C'est un devoir élémentaire de précaution qu'on s'accorde dans la communication institutionnelle pour tenir ce qu'on dit, pour tenir les données qu'on avance et pour tenir les chiffres qu'on met à la disposition des citoyens. Le délai a permis justement, dans le cadre des premières opérations, des premières enquêtes, des premières constatations, de donner le bilan chiffré avec certitude que le gouvernement donne depuis le 17 au matin, confirmé ensuite par de multiples sorties et d'autres conférences.
Ce délai de précaution permet de ne pas se tromper dans les données d'un événement et de pouvoir rendre compte fidèlement au peuple camerounais de ce qui s'est réellement passé. C'est ce que nous avons observé. Alors, sauf qu'entre-temps, les versions du Bureau de coordination des affaires humanitaires, OCHA, à travers son représentant local à Bamenda, celle du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, ont été déversées partout. Ces versions sont reprises par certains médias internationaux, sont devenues virales dans ces réseaux sociaux-là. Vous savez, depuis quelques années, tout se passe, et c'est le lieu d'en parler, comme s'il y a un vaste complot ourdi contre le Cameroun, contre ses institutions et contre ceux qui les représentent au plus haut niveau. Nous sommes quand même étonnés que le représentant local du Bureau des Nations Unies pour l'aide humanitaire, James Noonan, se soit porté devant les caméras d'une certaine télévision que je n'ai pas le courage de citer ici pour annoncer 23 morts sous réserve d'augmentation ultérieure. Repris par son collègue du Haut Commissariat aux réfugiés, M. Pendleton. Les mêmes chiffres qui ont été repris par certains hommes politiques et par les Nations Unies, repris par les États-Unis, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup parce que les personnes mal intentionnées qui ont relayé les premières informations étaient des représentants locaux du système des Nations Unies. Le chiffre de 23 qu'ils ont annoncé est gravement remis en cause par les enquêtes qui ont commencé dès le 18. Le peuple camerounais a le dit. Et ces représentants locaux du HCR et de OCHA, aujourd'hui, commencent à affirmer qu'ils n'ont relayé qu'une information et donc ils n'ont été que les producteurs secondaires d'une information premièrement fournie par d'autres personnes. Alors, ce n'est pas ce qu'ils ont annoncé dès le 15, parce que le 15, ils ont dit avoir été sur les lieux, avoir été à Garbou. Nous pouvons dire aujourd'hui avec certitude que les deux représentants du système des Nations Unies, au nord-ouest et au sud-ouest, n'ont jamais mis les pieds à Garbou et se sont contentés d'informations tronquées, d'informations relayées à dessein par les relais locaux de la conspiration contre le Cameroun pour salir l'image des forces de défense et de sécurité et au-delà, salir la nation, salir les institutions et ceux qui les incarnent. Mais je reviens sur cette communication 4 jours après. Pourquoi toujours attendre pour réagir? Est-ce que finalement, cette communication de réaction, cette communication de défense n'est pas contre-productive? Si on avait, dès le lendemain, annoncer un chiffre qui n'était pas confirmé par la suite, on nous aurait fait le reproche de parler de 2, de parler de 3, de parler de 4. Vous auriez pu en parler sans évoquer les chiffres et donner les chiffres un peu plus tard. Vous savez, je vous ai parlé du devoir élémentaire de précaution, de la due diligence et de la diligence raisonnable. La communication institutionnelle impose un petit recul précautionneux pour donner la bonne information, rien que la bonne information, une information qui résiste au temps, une information qui résiste à la critique, et je peux vous dire aujourd'hui une information qui résistera certainement à l'enquête. Vous savez, un certain nombre de personnalités et d'institutions internationales ont exigé aux alentours du 21 une enquête transparente. L'enquête avait déjà été engagée dès le 18 février. Et le chef de l'État a instruit que l'évêque de Kumbo fasse partie, ou son représentant de cette commission, et que le président national de la commission des droits de l'homme et des libertés fasse aussi partie de cette commission d'enquête, tous les deux comme observateurs. Alors, je voudrais que nous nous appesantissions un moment sur ces différentes réactions que nous avons reçues de la part de certains organismes, notamment des Nations Unies. Les Nations Unies qui demandent au gouvernement de veiller à ce que les forces de sécurité respectent les normes applicables du droit international pendant la conduite de leurs opérations. Ces mêmes Nations Unies qui s'adressent aux groupes séparatistes en leur appelant leur responsabilité en vertu du droit international et appellent les partis à s'abstenir d'attaques délibérées contre les civils. On a le sentiment à la lecture de ce communiqué que l'État et les séparatistes, l'État qui a pourtant le monopole de la violence légale, et donc cet État
et les séparatistes semblent être mis sur le même pied d'égalité. Oui, Lucrèce, c'est toujours très gênant lorsqu'on parle des partis, s'agissant de groupuscules terroristes et d'un État, l'État camerounais, qui a sur son territoire le monopole de la violence légitime, l'obligation de protéger l'ensemble de ses citoyens, de garantir la libre circulation des biens et des personnes et de garantir que les citoyens vivent paisiblement chez eux. Vous savez, les forces de défense camerounaises et de sécurité ont toujours agi avec mesure et professionnalisme, honneur et fidélité, intégrité et loyalisme. Il y a un manuel de droit humanitaire et respect des droits de l'homme en vigueur dans les forces de défense camerounaises qui a été trouvé tellement positif et tellement fort approprié que le CICR, Comité international de la Croix-Rouge, délégation du Cameroun, s'est jeté dans la danse pour aider à sa diffusion, pour aider à sa vulgarisation, parce que c'est l'une de ses missions. Et l'ensemble de nos soldats, quel que soit le niveau de recrutement et quel que soit le niveau de formation et le niveau d'engagement sur les opérations, est évidemment formé au respect strict de ces règles d'engagement. Alors comment expliquez-vous cette diabolisation de l'armée camerounaise ? Je maintiens que, pour la plupart des observateurs avertis, on a nettement l'impression qu'il y a un complot contre le Cameroun, avec des relais locaux, n'est-ce pas, des relais locaux qui peuvent être soit des individus, soit des partis politiques, soit des soi-disant leaders d'opinion ou des dirigeants de la société civile, qui servent de caisse de résonance et de retransmission de ce complot international. L'autre jour, sur une radio privée, je me suis emporté en disant que la communauté, les représentants de la société civile ou les leaders de partis politiques qui ont élevé la voix pour dire que l'armée avait massacré, n'avaient rien dit lorsque on a incendié l'hôpital de Kumba, lorsque les terroristes ont mis le feu à cet hôpital, et n'ont rien dit lorsque le centre de santé de Tolé a été incendié, et n'ont rien dit lorsque Paul Wine, l'officier de police, a été décapité. On a vu la tête se promener sur tous les petits écrans, n'est-ce pas? Et n'ont rien dit lorsque Olivier Untai, qui était un enseignant d'histoire-géographie, a été assassiné, décapité. On a vu sa tête se promener. Et n'ont rien dit lorsque le gendarme Damassana, qui était en permission, a été disloqué et ses membres éparpillés sur le goudron. Et le cas le plus emblématique, qui est celui de la cause féminine, lorsque Florence Ayafor a été écartelée, violée, massacrée. Ces mêmes leaders n'ont rien dit. Nous sommes très étonnés. Laissez-moi continuer, s'il vous plaît, parce que c'est important. Allez-y. Lorsque Olivier Untai est assassiné, décapité, Maître Akeremouna, ancien candidat à l'élection présidentielle, va tout de suite tweeter pour dire qu'un militaire qui était déguisé en civil a été reconnu par des terroristes et assassiné. Heureusement, dans ce cas-là, il s'y reprendra quelques temps après pour dire qu'il s'était trompé et qu'il s'agissait effectivement d'un civil. Nous avons un autre cas emblématique et le peuple camerounais mérite d'être édifié là-dessus. Lorsqu'au 20 mai 2019, au petit matin, nous apprenons qu'un bébé de 4 mois a été assassiné dans la localité de Mouyouka, il y a beaucoup de témoignages identique, pareil que sur le cas de Garbou, pour dire que l'armée a assassiné un bébé. Il y a des hommes politiques qui s'élèvent sur les médias sociaux. Le même maître Akeremouna va tweeter, et puis maître Agbor Bala, il va tweeter. Il y a un certain nombre de leaders de partis politiques comme les Ali Sadio qui vont tweeter, et tous accusent simultanément l'armée d'avoir assassiné un bébé de 4 mois. Et moi, général. Et l'armée va évidemment donner sa version des faits en essayant de démontrer qu'elle n'était en rien intéressée à cette opération d'assassinat. Et lorsque ces mêmes qui ont porté l'accusation, parce que j'ai personnellement été quelques mois plus tard à la fondation Friedrich Ebert avec Maître Agbor Bala, avec qui j'ai échangé devant des témoins de haut niveau sur cette affaire, il a reconnu solennellement que l'armée n'avait pas assassiné ce bébé de Mouyouka, mais que c'était un bébé assassiné par des terroristes. Et je lui ai posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'après avoir intoxiqué l'opinion, il n'était pas revenu sur son tweet pour dire que, excusez-moi, je me rends compte aujourd'hui que c'est pas l'armée. Il a fermé la bouche, il y avait pas mal de personnes dans la salle. Ce que je voudrais savoir, vous qui avez la possibilité de parler, d'échanger avec ces militaires qui sont au front, quel est leur état d'esprit? Ils font l'objet d'une cabale, ils font l'objet de plusieurs accusations.
Quel est leur moral aujourd'hui? Le moral est bon parce que dernièrement, dans une localité de l'extrême nord, on a délocalisé une compagnie de l'armée de terre qui a changé de village. Et on a tous vu sur toutes les chaînes de télévision, y compris sur la CRTV, les villageois qui protestaient, qui couraient après l'armée pour lui demander de ne pas partir. Vous savez, au Cameroun, le lien armée-nation est une réalité. C'est une réalité solide qui date de 1959 à la création de notre armée. L'armée nationale camerounaise, c'est le creuset de l'unité nationale. J'en veux pour exemple l'attaque de Darak où nous avons perdu 17 hommes qui curieusement étaient originaires de 9 de nos régions, sans que rien n'ait été fait pour les regrouper là. Vous comprendrez que l'armée nationale camerounaise, les forces de défense et de sécurité sont constituées d'hommes et de femmes de tous les horizons, de toutes les régions, de tous les départements, qu'ils combattent ensemble pour défendre la nation, c'est leur mission principale, et que notre système national de défense populaire veut que ces hommes et femmes soient au plus près des populations qui ne sont évidemment que très contentes lorsque dans leur village, dans leur arrondissement, dans leur garnison, il y a un bataillon, il y a une caserne de militaires. Je voudrais ici dire que le lien armée-nation au Cameroun est un lien vivant et que l'armée se sent proche du peuple, que l'armée se sent aimée des populations camerounaises. C'est entendu. Et c'est à cette armée que Joseph Clément Omba rend hommage ce soir. C'est en zooming dans cette édition de Scène de presse. Jadis inconnu du bataillon, la localité de Ngarbou, arrondissement de Ndou, département du Nougat-Mantoum, région du Nord-Ouest, est sortie de l'anonymat à la faveur des incidents malheureux du 15 février 2020. Une fois de plus, une fois de trop peut-être, nos forces de défense et de sécurité sont l'objet d'allégations mensongères et d'affabulations. On tente de leur imputer un prétendu massacre de 22 villageois, dont 14 enfants. Réagissant à cette nouvelle construction chimérique, le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense, Joseph Betty-Assomo, par un communiqué, rétablit la vérité des faits en apportant un démenti formel aux informations volontairement relayées sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas eu 22 villageois tués par les forces de défense et de sécurité à Ngarbou. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, est également revenu à la charge pour reconstituer l'incident. Depuis de longs mois, dit-il, nos forces de défense et de sécurité ont réussi à prendre le contrôle et à sécuriser le nœud routier de Ntoubo, qui fut la voie de passage de plusieurs trafics illicites et un repère de bandes armées qui y ont installé un hameau périphérique, leur servant de base arrière pour raquettes et exactions de toutes sortes. Dans une opération de reconnaissance, le samedi 15 février 2020, nos forces de défense et de sécurité sont violemment prises à partie par des individus lourdement armés. Y faisant face énergiquement, 7 assaillants sont neutralisés. Au cours des accrochages, un incendie s'est déclaré dans un refuge fortifié qui contenait des explosifs et des produits flammables stockés par les rebelles. Il s'en est suivi des explosions et des langues de feu qui se sont propagées jusqu'aux habitations voisines. Après recoupement, le bilan communiqué par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense fait état de 5 morts, une femme et 4 enfants. Les familles endeuillées ont reçu les condoléances du président de la République. Une enquête a été ouverte. En aucun cas, nos forces de défense et de sécurité n'ont entrepris délibérément de perpétrer des exactions de quelque nature que ce soit contre des populations civiles au service desquelles elles sont commises. Il est tout à fait regrettable que certains continuent à vouloir jeter l'anathème sur nos forces de défense et de sécurité. Fidèles gardiens de la République et gardiens de la paix, et au prix de lourds sacrifices, y compris des sacrifices humains, les forces de défense et de sécurité du Cameroun, toujours loyales, assurent dans les zones en crise une présence permanente, rassurante, dissuasive, répressive quand il le faut, pour mettre hors d'état de nuire les ennemis de l'unité et de la stabilité du Cameroun. En symbiose avec les populations, dans un lien profond armée-nation, les forces de défense et de sécurité assurent leur devoir régalien avec la rigueur qui sied, avec professionnalisme, passion et détermination pour assurer la sécurité des personnes, des biens et des institutions, sous la bannière de leur devise, honneur et fidélité.
Merci à Joseph Clément Ongba pour cet hommage à l'armée camerounaise. Alors, capitaine de frégate, puisque je vous ai sur ce plateau, je voudrais quand même, avant que cette émission ne s'achève, que vous nous donniez plus d'informations sur cet incident qui a conduit à la mort de Fou Augustin Abamenda. Et voilà aussi un incident qui est malheureusement traité dans les réseaux sociaux avec les versions qu'on connaît. Il se trouve que les éléments de la base aérienne 501 en mission de patrouille de routine qui sont à la poursuite de terroristes demandent à un véhicule sur l'axe de stopper. Malheureusement, ce véhicule fait demi-tour et se met à fuir. La poursuite est engagée et le véhicule va se réfugier à la clinique Sainte-Marie Hospital à Mancon, à Bamenda. Et les éléments à l'approche vont demander au chauffeur de sortir les bras levés, ce qu'il ne va pas faire. Un coup de fil va partir, un coup de fusil de feu va partir, il sera touché, malheureusement à mort. Mais plus tard, on découvre que ce chauffeur fuyait peut-être parce que il avait à bord un grand terroriste, le nommé Flou Romanus, qui avait la jambe amputée, qui suivait des soins comme patient externe dans cet hôpital, parce que justement, quelques jours avant, il avait participé à l'attaque brutale du convoi de la ministre déléguée chargée du contrôle supérieur de l'État qui était en campagne électorale. Et c'est au cours des échanges de feu avec les militaires qu'il sera blessé. Il ira se faire soigner dans cet hôpital qui, curieusement, a de plus en plus la réputation de soigner des terroristes séparatistes, des criminels blessés au combat. Voilà ce qui s'est passé. Il s'agit de Mary Catholic Hospital. Sainte-Marie Catholic Hospital à Mancon à Bamenda. Et cette curiosité-là est doublée du soupçon de ce que cette clinique serait peut-être devenue un repère de terroristes. Peut-être que les visiteurs qui viennent rendre visite aux patients, ils tiennent des réunions clandestines. Je tiens à préciser que dans le respect des règles d'engagement, dans le respect des droits humains, l'armée qui a bien connaissance de ce que on soigne des terroristes dans cet hôpital n'est pourtant jamais intervenue pour arrêter un seul sur son lit d'hôpital ou pour empêcher qu'un patient entre dans cet hôpital. Ça va du respect que nous avons pour les malades, du respect que nous avons pour les institutions sanitaires, pour les écoles, pour les femmes, pour les enfants, pour les personnes âgées et surtout pour les non-combattants. Alors, juste pour finir, capitaine de frégate, comment gérez-vous les brebis égarées de l'armée qui violent les règles d'engagement dans la conduite des opérations? L'armée est un corps social, à l'image de la nation toute entière, à l'image du monde entier. Et il peut arriver que, pour des raisons X ou Y, de toute façon, nous n'essaierons de rien justifier, un soldat, 2 ou 3 soldats s'égarent du droit chemin, s'égarent des consignes données, s'égarent des règles d'engagement ou simplement ne respectent pas les règles de droit humanitaire applicables lors des opérations. Ils sont systématiquement traduits devant le tribunal militaire. Nous avons plus d'une centaine de nos soldats en ce moment qui sont pour certains en enquête judiciaire, pour d'autres déjà chez le juge d'instruction et pour certains qui sont simplement en train de passer au fond dans leurs affaires et qui seront soit libérés parce que les charges ne seront pas suffisantes ou définitivement condamnés et qui vont purger leur peine comme tous les citoyens ordinaires. L'armée tient absolument à donner l'exemple à la nation. L'armée tient à être érigée en modèle sociétal et c'est pour ça que l'armée elle-même ne tolère pas ces brebis égarées et tout est mis en œuvre pour que la discipline règne dans les rangs. De toute façon, je voudrais vous dire que proportionnellement, on est tenté de négliger, de dire que le nombre de brebis égarées de l'armée est quantité négligeable par rapport à la dizaine de milliers d'engagés que nous avons sous les drapeaux. Nous allons retrouver à présent Daniel Menanga pour les unes du lundi. Bonsoir Daniel. Bonsoir Lucrèce, bonsoir à votre invité, chers téléspectateurs, bonsoir. Et comme on pouvait s'y attendre, les réactions se poursuivent après la sortie du président français Emmanuel Macron ce week-end. Climat sociopolitique au Cameroun. Le Pélican dénonce le double jeu de Macron qui, je cite, s'est livré à un scénario inique et déstabilisateur envers le Cameroun. Après donc la réaction du président français Emmanuel Macron le 22 février dernier au Salon de l'agriculture de Paris. Et le journal Le Quotidien parle de déstabilisation du Cameroun et y voit la main visible de Paris. Perspective d'Afrique parle de gestion au quotidien du Cameroun. Le président Paul Biya ne reçoit des injonctions de personne pour clore ce sujet. Et puis l'économie report parle de tout à fait autre chose. À Libreville au Gabon, assurance les défis qui attendent le nouveau président de la FANAF.
César Ekomié Afene, élu par des délégués lors de la 44e Assemblée générale des fédérations des sociétés d'assurance de droit national africaines, en abrégé FANAF. Voilà pour l'essentiel des journaux qu'on a pu recueillir aujourd'hui. Évidemment, ce n'est pas fini. Les réactions se poursuivent. Pour en savoir davantage, eh bien, rapprochez-vous des kiosques dès ce lundi. Et voilà, Lucrèce. Merci Daniel Menanga pour les unes du lundi, capitaine de frégate. Un dernier mot avant qu'on ne se sépare sur cette armée qui se sacrifie pour le pays. Oui, et merci d'évoquer la notion de sacrifice. L'engagement sous les drapeaux est un engagement sacrificiel. Et je suis flatté, comme tous mes camarades militaires, comme tous les soldats du Cameroun, d'ailleurs, comme le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense lui-même, parce que le 24 janvier dernier, à la cour d'honneur de la brigade du quartier général, le chef de l'État qui présidait au triomphe la toute dernière promotion de l'EMIA, la promotion générale de division Kodi Jacob, a dit que l'armée avait le soutien de la nation tout entière et qu'il réitérait son estime personnelle aux forces de défense. Il a aussi instruit que les forces de défense travaillent en synergie avec les populations et les assistent le cas échéant et qu'elles collaborent avec les autorités administratives. L'engagement des soldats au Cameroun est d'autant plus sacrificiel que, justement, pour évoquer ce cas, le général de division Kodi Jacob, qui était un chrétien engagé, est mort en service commandé un dimanche, jour de repos. Mais avant lui aussi, on peut évoquer le lieutenant Youssouf Mahamad Baha, qui est mort un samedi, jour de repos, après avoir repoussé une attaque de pirates au large de Douala. Cet engagement est d'autant plus sacrificiel que les hommes et femmes qui sont enrôlés sous le drapeau camerounais savent que c'est leur façon de concourir au maintien de l'unité nationale, c'est leur façon de garantir la liberté des citoyens camerounais, c'est leur façon de concourir à la libre circulation des biens et des personnes. Et je voudrais aussi dire enfin, pour terminer, que les forces de défense et de sécurité qui sont engagées dans les opérations de restauration de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest ne sont qu'au service de la population, parce que sans libre circulation des biens et des personnes, sans le retour des enfants à l'école dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, sans la libération des activités économiques, sans la fluidité de la circulation urbaine et périurbaine, on ne peut pas escompter de développement ni dans ces régions, ni dans le Cameroun tout entier. Alors, juste pour finir, là, la Grande Muette a promis de mener cette enquête sur Garbou jusqu'au bout. On peut s'attendre à ce que les résultats de cette enquête soient publiés? Je vous ai dit que, et c'est important de le noter et de le relayer, le chef de l'État a instruit que l'évêque de Kumbo et le président de la Commission nationale des droits de l'homme fassent partie de cette commission d'enquête comme observateurs. C'est déjà un gage de transparence suffisant. Le communiqué du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense a été clair là-dessus. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci à Cabral Libi et au ministre Grégoire Ouna qui étaient nos invités ce soir. Merci à vous, capitaine de frégate, d'être venu. Nous n'avons pas pu avoir Jules Romuald Conlac sur ce plateau de Scène de Presse. Ce n'est pas bien grave, Madame, Monsieur. Merci à vous de nous avoir regardés. La presse quitte la scène. Bonsoir.